En quelques heures, la plus grande invasion amphibie de l'histoire s'abattit sur les plages de Normandie. Plus de 150 000 soldats alliés avancèrent sous un feu incessant qui transforma le sable en un champ de bataille. Pour les défenseurs allemands, chaque minute était une lutte acharnée pour contenir l'impossible. Les fortifications du mur de l'Atlantique furent détruites dans le sang et le feu. Les mitrailleuses tiraient sans relâche, les canons détruisèrent les bateaux, et pourtant les défenses cédèrent sous la pression massive. Dans certains secteurs, des unités entières furent anéanties avant même de recevoir des renforts. L'effondrement ne fut pas immédiat, mais la brèche était ouverte. Comment les soldats allemands ont-ils survécu à l'effondrement du front occidental? Que signifiait affronter une force aussi colossale? Pourquoi, malgré la préparation, la défense était-elle insuffisante? Durant les semaines précédant le 6 juin 1944, les fortifications allemandes d'Omaha Beach fonctionnaient comme des compartiments fermés où chaque homme remplissait un rôle prédéfini. Les Widerstandsnest, nids de résistance conçus pour contrer toute tentative d'invasion, étaient maintenus en activité grâce à des routines d'observation, à l'entretien des armes et à une attente qui semblait interminable. Il s'agissait de structures construites par l'organisation Todt grâce au travail forcé, renforcées en béton armé et conçues pour résister aux impacts directs de l'artillerie et des bombardements navals. L'accès à chaque abri était soigneusement planifié. Les murs inclinés réduisaient la vulnérabilité aux explosions et l'intérieur était organisé en espaces étroits où des couchettes métalliques fixées au mur étaient réparties sur 2 niveaux. Un seul compartiment pouvait accueillir plus d'une douzaine d'hommes, même si les effectifs dépassaient fréquemment la limite prévue lorsque des détachements supplémentaires arrivaient des secteurs voisins. La composition du personnel reflétait l'état de l'armée allemande à cette époque. Des recrues d'à peine 18 ans partageaient les couchettes exiguës avec des vétérans ayant traversé le front de l'Est. Le cas du Widerstandsnest 62 illustrait bien cette mixité. Des jeunes fraîchement incorporés côtoyaient des hommes qui avaient apporté avec eux l'expérience du combat contre l'artillerie soviétique. L'armement disponible suivait un schéma défini. Fusils à carabine, pistolets Walter, grenades à main Steel Hand Granate et mitrailleuses, Maschinengewehr modèles 34 et 42 constituaient la base de la défense. Sur certains emplacements, des pièces héritées de la Grande Guerre étaient encore utilisées, comme la Maschinengewehr 08, refroidie par eau et plus complexe à utiliser, mais toujours utile comme ressource supplémentaire lorsque les munitions se faisaient rares. Le stockage était assuré par des niches creusées dans les murs. Les caisses de munitions métalliques étaient empilées avec rigueur, tandis que les fusils reposaient sur des supports en bois fabriqués par les soldats eux-mêmes. Le manque d'espace était flagrant, les couloirs étant saturés de sacs de sable, de caisses de ravitaillement et de barils de carburant. L'air était chargé d'humidité mêlée à l'odeur de kérosène des lampes et aux vêtements qui séchaient rarement. Les rations suivaient les normes de la Wehrmacht. Du pain noir durci par un stockage prolongé, des conserves de viande de qualité irrégulière et des succédanés de café à base de céréales grillées constituaient l'alimentation de base. Lorsque cela était possible, les soldats recouraient au troc avec la population locale pour obtenir des aliments frais, offrant des cigarettes, du carburant ou des pièces de métal en échange d'œufs, de beurre ou de vin bon marché. La vie quotidienne se réduisait à des tâches répétitives qui maintenaient la discipline. Le nettoyage des armes occupait plusieurs heures, tant par nécessité opérationnelle que pour combler le temps d'attente. Des lettres adressées aux familles étaient fréquemment écrites, bien que la censure militaire en retardât l'envoi. Des patrouilles étaient organisées à intervalles réguliers pour vérifier les tranchées et les obstacles, renforçant le sentiment de vigilance permanente. Chaque nid disposait d'un poste d'observation essentiel à la coordination des tirs. À Omaha, la liaison avec les batteries de 75 et 88 mm situées à l'intérieur était assurée par téléphone de campagne. L'observateur, abrité dans un petit bunker aux ouvertures réduites, utilisait des jumelles et des télémètres pour calculer les distances et notait les données sur des cartes plastifiées résistantes à l'humidité. Les informations devaient être transmises avec une précision absolue, car les ordres supérieurs imposaient d'économiser chaque tir. La rareté des projectiles imposait de confirmer chaque cible avant d'autoriser l'ouverture du feu. Les lignes de communication étaient cependant vulnérables. Le câblage pouvait être coupé par les tirs navals ou par les actions de la résistance.
La radio à ondes courtes était utilisée comme alternative, bien que sa portée fût limitée et dépendît des conditions atmosphériques. L'écart de surveillance s'étendait sur de longues journées, de jour comme de nuit, à la recherche constante de navires à l'horizon ou d'avions susceptibles d'annoncer le début d'une opération. Le relief d'Omaha favorisait la défense. La plage formait une demi-lune flanquée de collines offrant des points d'observation surélevés. De ces hauteurs, les champs de tir couvraient la quasi-totalité de la bande de sable. L'accès d'Eon, à Vierville-sur-Mer, était protégé par le Widerstands Nest 71, équipé de mitrailleuses disposées en position superposée, capables de concentrer leurs tirs sur tout véhicule ou troupe tentant d'avancer. L'objectif était d'empêcher à tout prix que les Alliés établissent une tête de pont opérationnelle. Dans la zone centre-est, les casemates 60 et 62 élargissaient la couverture défensive. Leurs casemates, dont les murs atteignaient jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, avaient été conçus pour offrir des angles de tir larges et superposés. Chaque secteur était censé soutenir les secteurs adjacents, créant un réseau de tirs croisés faisant de la plage un espace mortellement exposé. L'ascension naturelle du terrain vers l'intérieur augmentait l'efficacité des armes automatiques, obligeant tout attaquant à progresser en terrain découvert et sous surveillance constante. Le réseau de tranchées complétait le système. Creusées pendant des mois, elles unissaient les différents nids et permettaient des déplacements relativement sûrs. Tapissées de planches ou de sacs de sable, elles servaient également de drainage partiel, même si en hiver, l'eau stagnante les transformait en foyers insalubres. Les Tobruk constituaient un élément de défense supplémentaire. Ces petites structures, percées d'une ouverture circulaire dans leur partie supérieure, servaient à abriter des mitrailleuses légères, des mortiers ou des tourelles de chars réutilisées. Leur fonction était de couvrir les angles morts du système principal et de renforcer la sécurité du périmètre. Le Widerstands Nest 60 possédait un exemplaire de ce type adapté au tir au mortier, avec des compartiments de stockage intégrés aux murs en béton. Les entrepôts de munitions étaient dissimulés dans des tranchées ou des annexes souterraines. Des systèmes de ventilation réduisaient le risque d'explosion accidentelle. Leur emplacement permettait de concilier la proximité pour le réapprovisionnement et la nécessité d'une protection contre les impacts de l'artillerie navale. Le béton des casemates conservait les traces d'une construction précipitée, traces de coffrage visibles sur les murs intérieurs et fissures causées par l'humidité et le salpêtre. Ces traces témoignaient du passage du temps dans des structures censées résister mais exposées à l'érosion constante de la mer. Depuis le 60e Widerstands Nest, la vue offrait un panorama complet des obstacles disposés dans la bande intertidale. Des hérissons tchèques en acier, des pieux chargés d'explosifs et des filets de barbelés s'étendaient sur le sable. Leur fonction était de retarder et de canaliser toute tentative d'avancée, permettant ainsi aux armes automatiques et à l'artillerie d'ouvrir le feu avec efficacité. Durant ces semaines, les observateurs observèrent un horizon apparemment tranquille. Seule la présence immuable des obstacles et les gardes incessantes rappelaient que le calme était provisoire. Le débarquement n'avait pas encore eu lieu, mais chaque soldat savait que l'arrivée n'était qu'une question de temps et que, lorsqu'elle se produirait, tout le système défensif serait mis à rude épreuve, sans aucune marge d'erreur. Au petit matin du 6 juin 1944, la surveillance routinière des côtes normandes donna lieu au début de la plus vaste opération amphibie de la guerre. Depuis un poste d'observation de la 352e division d'infanterie, le major Werner Plusquat suivait attentivement l'horizon lorsque le brouillard commença à se dissiper. Peu après 5 heures, la vue s'éclaircit suffisamment pour révéler une armada d'une étendue inimaginable. Navires de guerre, transports de troupes, péniches de débarquement et bâtiments de soutien couvraient la Manche à perte de vue. Durant la nuit, Plusquat était resté éveillé, inquiet des rapports faisant état de mouvements aériens irréguliers et de la possible présence de parachutistes dans des zones dispersées en Normandie. Après avoir confirmé ce qu'il avait vu à la jumelle, il avait immédiatement recours au téléphone de campagne pour informer le colonel Kress, commandant de la division. Cependant, les communications se révélèrent instables. Plusieurs lignes avaient été endommagées par les bombardements précédents, et le flux des ordres arrivait avec retard, voire était interrompu. Cette situation favorisa la confusion car si certains commandements locaux comprenaient l'ampleur de l'attaque,
D'autres l'interprétaient comme une tromperie destinée à détourner l'attention du véritable point de débarquement. Le protocole établi par le haut commandement allemand stipulait qu'à la confirmation d'un mouvement naval de grande envergure, la chaîne de tir de l'artillerie côtière devait être activée immédiatement. Des observateurs avancés devaient transmettre des coordonnées précises aux batteries situées à l'intérieur des terres afin de diriger les premières salves contre elles. Le feu allemand commença peu après 17h30, se concentrant principalement sur les navires à faible tirant d'eau qui approchaient de la plage, les canons ne pouvant atteindre les plus gros navires restés à distance. Au même moment, les défenses allemandes subissaient les bombardements navals et aériens alliés. Des projectiles de gros calibre, tirés par des cuirassés et des croiseurs, s'écrasaient sur les falaises et les fortifications, soulevant des colonnes de sable et de roches qui s'abattaient sur les positions. Le grondement était continu et les vibrations traversaient les murs en béton armé. À l'intérieur des abris, les soldats devaient rester allongés au sol, casques ajustés et armes à la main, incapables de communiquer entre eux à cause du bruit. Les ordres reçus étaient clairs: résister à couvert jusqu'au moment d'ouvrir le feu sur les troupes de débarquement. Le bombardement aérien accompagnait le bombardement naval. Des vagues d'avions alliés larguaient des bombes sur les routes, les champs et les points de concentration de véhicules. L'objectif était d'interrompre tout renfort venant de l'intérieur et d'isoler le front côtier. La côte était recouverte de colonnes de fumée noire qui gênaient l'observation et accentuaient la désorientation des garnisons. Même les soldats vétérans reconnurent plus tard que l'intensité de cette attaque initiale dépassait en violence ce qu'ils avaient connu sur d'autres fronts. Les conséquences tactiques du bombardement furent inégales. Bien que les tranchées et les positions exposées aient subi de graves dommages et que de nombreuses lignes de communication aient été détruites, les casemates principales conservèrent leur intégrité structurelle. Les marques visibles sur le béton témoignaient des impacts subis, mais dans de nombreux cas, les armes déployées restèrent opérationnelles. Le tir naval, bien que dévastateur à grande distance, montra ses limites techniques lorsqu'il s'agissait de frapper des cibles petites et fortifiées à plusieurs kilomètres des côtes. La houle, les conditions atmosphériques et le nuage de poussière compliquèrent la correction des tirs. Par conséquent, de nombreuses positions clés restèrent actives même après des heures de bombardement. La neutralisation la plus efficace survint plus tard, lorsque les chars alliés atteignirent la plage et purent tirer directement sur les ouvertures des casemates. Les sapeurs alliés déposèrent des charges explosives aux points vulnérables, parvenant finalement à neutraliser les nids les plus résistants. Le contraste entre les attentes initiales quant à la puissance destructrice des tirs navals et la réalité vécue sur les positions d'Omaha démontra que les fortifications en béton armé continuaient d'offrir une résistance notable. Malgré tout, l'effet immédiat du bombardement fut considérable. Les garnisons furent contraintes de rester à couvert, incapables d'observer les premiers mouvements des Alliés ni de préparer une riposte coordonnée. L'impact sur les communications fut particulièrement grave. De nombreux téléphones de campagne furent mis hors service et les transmissions radio interrompues. En pratique, les positions côtières furent isolées les unes des autres et de leur commandement, ce qui empêcha toute prise de décision à un moment critique. Avant même l'aube, les signes annonçaient déjà un événement exceptionnel. Durant la nuit, des parachutages avaient été signalés dans différents secteurs de la Normandie. De nombreux rapports étaient confus. Certains parlaient de petites unités, d'autres de nombreux groupes, et il n'était pas clair si leur objectif était de saboter les infrastructures, de couper les communications ou de préparer des points de liaison pour le débarquement. La dispersion de ces débarquements contribua à accroître l'incertitude. Les actions aéroportées avaient considérablement perturbé les systèmes de communication. Plusieurs sections de câbles avaient été sectionnées et des stations de transmission neutralisées. Dans certains cas, des observateurs avaient pu distinguer des parachutes vides dans les champs voisins, momentanément illuminés par des fusées éclairantes. Ces images isolées renforçaient l'impression que l'invasion se développait simultanément en plusieurs points, sans ligne claire permettant de discerner la direction principale de l'attaque. Au milieu de cette confusion, les ordres circulant parmi les garnisons se révélèrent contradictoires. Certains officiers affirmèrent que le déploiement naval pouvait être une tromperie destinée à détourner les forces allemandes d'une autre zone de débarquement.
Cette interprétation retarda la mobilisation des réserves et l'activation complète des protocoles de défense. D'autres commandements insistèrent sur le fait que la concentration des moyens témoignait d'un effort principal et que toutes les armes devaient être prêtes à ouvrir le feu. L'absence de consensus se traduisit par une réponse fragmentée au moment le plus critique. Dans les minutes précédant l'aube, le bourdonnement constant des avions survolant la côte et les explosions lointaines dans les champs et sur les routes accentuèrent la tension. Les lignes téléphoniques émettaient des clics intermittents avant de sombrer dans un silence définitif. La confusion s'installa parmi les rumeurs et les messages incomplets. Ce n'est qu'avec l'aube, lorsque la brume se dissipa, que la véritable ampleur de la flotte alliée approchant des côtes normandes fut révélée. Ce qui n'avait jusque-là été que des signaux épars et des rapports contradictoires se révéla alors comme le début de l'opération qui allait mettre à l'épreuve l'ensemble du système défensif construit au fil des ans. Le matin du 6 juin 1944, le Weiderstandsnest 62 devint l'épicentre de la résistance allemande à Omaha Beach. Situé sur la pente dominant les secteurs désignés par les Alliés comme Easy Red et Fox Green, ce poste contrôlait visuellement une vaste bande côtière. De là, il pouvait déployer des tirs croisés sur le sable avec des mitrailleuses Maschinengewehr 42, dont la cadence de tir était supérieure à celle de toute autre arme légère de l'époque, ainsi que des canons anti-chars de 75 mm, conçus pour ouvrir le feu aussi bien sur les bateaux que sur les véhicules amphibies et blindés qui atteignaient le rivage. La conception tactique du nid ne consistait pas à tirer directement vers le large, mais à établir des champs de tir traversant la plage latéralement. Cette disposition permettait aux rafales de mitrailleuses de balayer les bandes de sable d'un bout à l'autre, éliminant tout espace sûr pour les vagues qui tentèrent d'avancer. Les ingénieurs allemands avaient soigneusement calculé chaque angle, de sorte que les secteurs de tir du Weiderstandsnest 62 chevauchaient ceux des autres positions proches, augmentant ainsi de manière exponentielle la densité des projectiles sur chaque point de la côte. La préparation du matériel était constante. Des caisses métalliques contenant des munitions pour mitrailleuses étaient empilées dans les couloirs intérieurs et les tranchées d'accès immédiat. Les préposés aux armes recevaient pour instruction de tirer par brèves rafales afin d'éviter la surchauffe des canons, bien que la pression d'attaque ait conduit de nombreux opérateurs à dépasser délibérément cette recommandation. Pour prolonger l'opérabilité des armes, chaque équipage disposait de canons de rechange remplacés par rotation rapide et manipulait des tubes incandescents avec des gants épais susceptibles de provoquer des brûlures au contact. Le système défensif reposait également sur la coordination entre les armes automatiques, les canons anti-chars et l'artillerie déployée plus à l'intérieur des terres. Des observateurs désignés transmettaient les corrections de tir afin que les unités arrières puissent ajuster leurs tirs contre les bateaux et les concentrations de troupes. Cependant, cette coordination s'affaiblit rapidement, les lignes téléphoniques étant rendues inutilisables par les bombardements et les sabotages nocturnes menés par les unités aéroportées ennemies. À 6h30 du matin, les premières vagues d'infanterie américaine débarquèrent face au secteur contrôlé par le Weiderstandsnest 62. Les défenseurs observèrent la densité des colonnes de soldats émergeant de l'eau, progressant entre obstacles et fumées. Aussitôt, les mitrailleuses ouvrirent le feu, balayant systématiquement le sable. Le volume des projectiles était si important qu'il fut souvent inutile de sélectionner des cibles individuelles. L'objectif était de maintenir un flux de tir ininterrompu, empêchant toute progression. Sous un feu intense, les sapeurs alliés employèrent des charges de bangalore pour ouvrir des passages dans les barbelés. Chaque explosion soulevait des colonnes de sable et de fumée révélant les brèches. Les mitrailleurs concentrèrent leurs tirs sur ces points, conscients qu'ils deviendraient des voies d'avance pour les vagues suivantes. La plage se transforma en un terrain de suppression continue, où la survie des attaquants dépendait de leur capacité à exploiter les cratères des explosions précédentes comme couverture improvisée. Entre 7 et 8 heures, de nouvelles vagues américaines renforcèrent les premiers groupes ayant atteint le rivage. Certains parvinrent à progresser jusqu'au talus situé au pied de la pente. Depuis les bunkers, les défenseurs entendirent les détonations des charges lancées contre les structures extérieures, accompagnées de rafales de fusils et de grenades explosant près des embrasures.
Le combat passa du champ découvert de la plage à un affrontement immédiat contre les entrées et les murs de béton. Les casemates subirent des sanctions de plus en plus sévères. Les destroyers alliés, parvenus à s'approcher beaucoup plus près de la côte, tirèrent directement sur les positions. Chaque impact fit vibrer les murs et détacha des fragments de béton sur les occupants. Dans plusieurs casemates, des sous-officiers furent blessés par des éclats qui pénétrèrent les embrasures au moment où ils tentèrent de maintenir les mitrailleuses en état de marche. La communication verbale se réduisit à des cris et des signaux manuels, tandis que les rechargements et les remplacements de canons se poursuivaient sous une pression incessante. Vers 9 heures du matin, la situation avait radicalement changé. Des groupes américains avaient établi des poches de résistance dans les zones surélevées, menaçant directement les accès au Widerstands Nest 62. Ce qui avait commencé comme une défense ordonnée sous contrôle tactique se transformait en un effondrement progressif de la ligne. Parmi les défenseurs se trouvait le sous-officier Bernard Furking, observateur d'artillerie expérimenté sur le front de l'Est. Durant les premières heures, il avait transmis des coordonnées aux batteries arrière, permettant ainsi d'ajuster les tirs sur les concentrations de troupes et les bateaux. Son travail constituait un lien essentiel pour prolonger la résistance. Cependant, alors qu'il tentait de maintenir sa mission dans une position exposée lui offrant un meilleur champ de vision, il fut touché par un tireur embusqué. La perte de Furking constitua un coup tactique immédiat car elle interrompit le flux d'informations permettant de coordonner le soutien d'artillerie. L'absence de sous-officiers vétérans a contraint les jeunes soldats à assumer des responsabilités cruciales. Nombre d'entre eux manquaient d'expérience au-delà de la formation de base. La différence était évidente dans leur mode opératoire. Les recrues avaient tendance à tirer sans interruption jusqu'à épuisement de leur ceinture de munitions, tandis que les vétérans s'efforçaient de maintenir des rafales contrôlées. L'efficacité du tir diminuait progressivement, tandis que les pertes parmi les servants d'armes s'accumulaient, dues aux grenades lancées contre les embrasures, aux tirs de précision et aux charges placées à proximité. L'usure était visible. La coordination avec les commandements supérieurs était pratiquement inexistante en raison de l'interruption totale des communications. Chaque petit groupe agissait de manière autonome, alternant tirs et périodes de repli en attendant de nouveaux ordres qui ne venaient jamais. La fumée et la poussière limitaient la visibilité, réduisant les possibilités d'une riposte organisée. Alors que l'avancée alliée se consolidait sur la plage et s'étendait vers les collines, la position 62 de Widerstands Nest se retrouva dans une situation intenable. En milieu de matinée, les Américains atteignirent les tranchées directement reliées aux casemates. Les combats aux accès furent brefs mais intenses et les défenseurs furent finalement contraints de se rendre. Les survivants furent conduits dans des camps de prisonniers improvisés sur la même plage. Là, ils restèrent sous surveillance, entourés des vestiges des infrastructures qu'ils avaient défendues pendant des heures. Le passage de combattants retranchés à prisonniers de guerre se fit en quelques minutes, une transition brutale marquée par les destructions visibles qui couvraient encore la côte. La capture des défenseurs du Widerstands Nest 62 s'inscrivait dans un schéma répété tout au long d'Omaha Beach. Les nids de résistance, conçus pour soutenir le front par des tirs croisés, furent progressivement neutralisés, non par le bombardement naval initial, mais par la combinaison des tirs directs des chars sur la plage, des charges du génie allié et de la pression constante des vagues d'infanterie successives. Le résultat immédiat fut l'ouverture de couloirs qui permirent aux forces américaines d'avancer vers l'intérieur, s'emparant de positions clés dans les heures qui suivirent. Ce qui s'est produit dans le secteur dominé par le Widerstands Nest 62 illustrait précisément la logique du débarquement. Une opération qui, bien que extrêmement coûteuse en vies humaines pour les attaquants, a fini par vaincre la résistance grâce à l'accumulation des moyens et à la persistance de l'attaque. La plage s'était transformée en un espace dévasté où les structures encore debout coexistaient avec des fortifications réduites en ruines et où les mouvements de troupes se poursuivaient malgré les représailles subies. Le matin du 6 juin, à Omaha Beach, l'issue était irréversible. Tandis que certains points de résistance continuaient de tirer isolément, la ligne défensive allemande commençait à se fragmenter. Le terrain surélevé derrière la plage apparaissait déjà comme le prochain objectif et le combat était loin d'être terminé.
Dans le secteur de Gold Beach, les défenses allemandes étaient organisées en une succession de nids fortifiés disséminés entre la rivière et Hamel. Ces points faisaient partie du mur de l'Atlantique, mais comparés à Omaha Beach, ils étaient dépourvus de grandes concentrations d'artillerie lourde. Leur structure répondait à la logique d'une résistance répartie. Casemates en béton armés, équipés de canons anti-chars de moyen calibre, de pièces de 50 mm, de mitrailleuses Maschinengewehr modèles 34 et 42, ainsi que de détachements de fusiliers disposés dans des tranchées à couverture limitée. Le principe tactique assigné à ces positions consistait à retarder l'avancée ennemie, à infliger le plus grand nombre de pertes possibles et à gagner du temps afin que les réserves mobiles de l'intérieur puissent organiser une contre-attaque. La mission des défenseurs n'était pas de résister indéfiniment, mais de transformer chaque minute d'avancée ennemie en un coup croissant. Le commandement allemand avait conçu ces positions comme des barrières temporaires, suffisamment résistantes pour contraindre les attaquants à déployer toute la puissance de leurs machines de guerre dès le premier instant du débarquement. Contrairement à Omaha, où la densité des tirs croisés avait transformé la plage en un champ de bataille mortel, à Gold, la dispersion des positions limitait la capacité de concentration des tirs sur un seul point. Néanmoins, cette même dispersion signifiait que chaque casemate pouvait devenir un foyer de résistance autonome, capable d'infliger des dégâts considérables jusqu'à ce qu'elle soit isolée ou réduite par des moyens spécialisés. La 231e brigade d'infanterie britannique fut l'une des premières unités à débarquer face à la rivière. Plus à l'est, à Hamel, la défense allemande parvint à se maintenir pendant plusieurs heures, avant d'être finalement vaincue par la pression combinée des blindés et de l'infanterie. Le contraste avec Omaha était évident. À Gold, les attaquants surpassèrent les défenseurs dès le début, ce qui réduisit la capacité allemande à maintenir un front cohérent. Cependant, le combat fut intense. La résistance, bien que fragmentée, parvint à ralentir considérablement la progression durant les premières heures du débarquement. Le panorama de Juno Beach, face à Courseulles-sur-Mer, présentait un schéma similaire. Les défenseurs allemands y disposaient de positions solides, mais insuffisantes en nombre. L'attaque canadienne, appuyée par des blindés spécialisés et l'artillerie navale, réduisit progressivement chaque nid fortifié. La résistance fut maintenue jusqu'à l'encerclement des positions. Une fois les accès arrière atteints, la ligne se brisa rapidement. Les événements de Juno reflétaient les limites d'un système défensif qui, bien que techniquement solide, manquait de personnel pour résister à l'ampleur de l'attaque. À la rivière et à Hamel, les combats se déroulèrent dans des espaces extrêmement réduits. Les casemates, conçus pour arrêter momentanément les envahisseurs, furent rapidement encerclés, sans possibilité de retraite organisée ni de recevoir de renfort. Du point de vue des défenseurs, la perplexité s'accrut avec l'apparition des chars amphibies britanniques DD. Équipés de jupes en toile et de systèmes de flottaison, ces véhicules blindés surgirent de la mer, propulsés par des hélices dissimulées sous l'eau. Couverts par des écrans de fumée navale, leur arrivée fut perçue comme un événement inattendu et déconcertant. Pour les soldats allemands observant depuis les meurtrières en béton, l'image de blindés avançant directement depuis les flots contredisait totalement les attentes quant à la nature du débarquement. Immédiatement après ces blindés, l'infanterie britannique débarqua, coordonnant ses mouvements avec ceux des chars. La coopération tactique permit d'ouvrir des brèches dans les défenses allemandes grâce à des tirs directs concentrés sur les casemates. Les projectiles explosifs, tirés à courte distance contre les embrasures et les entrées, montrèrent une capacité destructrice dépassant les prévisions des ingénieurs allemands lors du calcul de la résistance de leurs fortifications. La fumée jouait un rôle essentiel dans ce secteur. Générée par les navires de guerre et les engins portatifs, elle couvrait de larges bandes de plage. Pour les défenseurs allemands, cela signifiait des intervalles d'incertitude totale, de longues phases de blocage du champ de vision, suivies d'irruptions soudaines de groupes d'infanterie apparaissant à quelques mètres de distance. Cette succession de visibilité nulle et d'attaques immédiates entravait toute tentative de maintenir un tir continu et coordonné. La confusion tactique était amplifiée par la simultanéité des attaques en plusieurs points. L'infanterie britannique avançait dans des directions différentes, obligeant les défenseurs à diviser leurs ressources et leur attention.
Chaque casemate devait se suffire à elle-même, affrontant seuls les blindés, les tirs d'artillerie et les assauts d'infanterie appuyés par des armes spécialisées. À la rivière, les Britanniques employèrent des lance-flammes portatifs contre les accès aux bunkers. L'usage de cette arme n'était pas nouveau, mais son application directe sur les positions côtières surprit les défenseurs. Les jets de combustible enflammé projetés contre les entrées et les embrasures causèrent non seulement des dégâts immédiats, mais eurent également un effet tactique dévastateur. Toute tentative de maintien de la position dans ces conditions devint pratiquement impossible. Dans un cas documenté, des soldats allemands tentèrent de riposter en lançant des conteneurs de combustible enflammés afin de créer une barrière de feu extérieure. La manœuvre se révéla cependant insuffisante face à la pression alliée, et l'assaut se poursuivit avec rapidité. Les défenseurs étaient confrontés à un dilemme crucial. Rester à l'intérieur des structures offrait une protection relative contre les tirs lointains, mais augmentait la vulnérabilité aux attaques directes, aux charges explosives, aux lance-flammes et aux grenades. En revanche, se replier vers des tranchées ou des positions intérieures impliquait de renoncer à une protection solide et de s'exposer aux tirs d'armes automatiques en terrain découvert. Dans la plupart des cas, la décision était de résister à l'intérieur jusqu'à ce que l'infanterie britannique atteigne les accès. Le contact final eut lieu dans des couloirs étroits et des salles réduites. Là, le combat consistait en explosions de grenades, courtes rafales de fusils et affrontements à distance minimale. La supériorité numérique britannique, combinée à la disponibilité d'armes adaptées au combat en espace clos, décida de l'issue en quelques minutes. Une défense préparée depuis des mois fut neutralisée en quelques heures. L'irruption des soldats britanniques, couverts de sable humide et noircis par la fumée, contrastait avec l'image de calme habituelle que les défenseurs avaient ressentie pendant des mois de surveillance. La menace, envisagée comme une possibilité abstraite lors de la construction des fortifications, se matérialisa sous la forme de combattants avançant entre la fumée et le feu, fusils automatiques et lance-flammes à la main. Pour les défenseurs, le passage de l'attente à la confrontation directe fut brutal et irréversible. Les combats de Gold Beach et de Juno Beach ont suivi un schéma récurrent. Les positions destinées à ralentir et désorganiser l'ennemi ont été vaincues l'une après l'autre grâce à la combinaison de blindés, d'artillerie navale et d'infanterie spécialisée. Chaque casemate isolé pouvait infliger des pertes, mais ne pouvait stopper l'avancée. Tandis que les Britanniques et les Canadiens consolidaient leur tête de pont, les garnisons allemandes survivantes ont été contraintes de se rendre ou détruites. Dans les secteurs de Gold Beach et de Juno Beach, les défenseurs allemands ont eu recours à un dispositif conçu comme une solution technique face à l'immobilité du mur de l'Atlantique, le Goliath. Il s'agissait d'un véhicule télécommandé de petite dimension, doté de chenilles métalliques et d'un caisson blindé discret. Son apparence rappelait celle d'un char miniature, conçu pour transporter des explosifs de haute puissance et se diriger contre des concentrations de troupes, des blindés ou des fortifications temporaires. Le contrôle du Goliath s'effectuait grâce à un câble blindé relié directement à l'opérateur qui le manœuvrait généralement depuis une tranchée ou un bunker. Le système de direction était rudimentaire, limité à des leviers permettant d'avancer, de reculer et de tourner dans les deux sens. L'autonomie de l'appareil dépendait strictement de la longueur du câble, qui dépassait rarement quelques centaines de mètres, ce qui limitait considérablement son rayon d'action. Chaque véhicule pouvait transporter une charge explosive suffisante pour détruire un char moyen ou infliger des pertes importantes aux groupes d'infanterie. En théorie, ce dispositif offrait aux défenseurs un moyen d'infliger des dégâts sans s'exposer directement aux tirs ennemis. Cependant, son application pratique lors du débarquement a révélé ses faiblesses. Le câble était extrêmement vulnérable et pouvait être sectionné par des tirs d'artillerie ou de simples tirs de fusil, immobilisant le véhicule en pleine trajectoire. Le terrain irrégulier des plages, avec son sable meuble, ses cratères et ses obstacles anti-débarquement, compliquait encore sa progression. À cela s'ajoutait sa faible vitesse, qui en faisait une cible facile pour l'infanterie alliée. Certains opérateurs réussirent à guider ces engins jusqu'à un char amphibie ou un rassemblement de troupes, où l'explosion eut des effets dévastateurs. Mais la plupart des tentatives se soldèrent par des échecs. Véhicules immobilisés, câbles sectionnés ou destruction prématurée par les tirs ennemis. L'efficacité globale se révéla bien inférieure aux attentes du commandement allemand,
qui avait misé sur cette technologie comme élément décisif de sa défense. Cornelius Tabat, ingénieur militaire allemand affecté à l'une des unités en charge du Goliath, se souvenait que le câble de son véhicule s'était rompu après avoir parcouru à peine quelques mètres. Son appareil resta immobile dans le sable et ne remplit aucune fonction. Des années plus tard, il expliqua que l'arme avait été présentée comme un outil crucial pour contenir l'invasion, mais qu'en pratique, elle s'était avérée inefficace dans la plupart des cas. Son témoignage résume le contraste entre l'idée d'innovation technologique et la réalité d'un appareil incapable de modifier le cours des combats. Tandis que les Allemands expérimentaient cette ressource limitée, les Britanniques déployaient une arme conçue expressément pour neutraliser les fortifications en béton, le Churchill Crocodile. Il s'agissait d'une variante du char Churchill, équipée d'une remorque blindée remplie de carburant inflammable et d'un lance-flammes longue portée. Sa capacité était claire, projeter un jet de feu liquide à plus de 100 mètres, capable de pénétrer entrées, embrasures et conduits de ventilation. La procédure d'emploi était directe. Le crocodile s'approchait de la fortification, lançait une décharge continue de carburant enflammé et forçait la reddition immédiate ou la destruction totale de la position. À l'intérieur des bunkers, la chaleur et la fumée rendaient toute résistance impossible, consommant l'oxygène en quelques secondes. L'impact sur les défenseurs fut immédiat. Les soldats retranchés, qui avaient résisté aux bombardements et aux assauts de l'infanterie, se rendirent à l'approche du crocodile, conscients qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. D'autres restèrent à l'intérieur et furent directement touchés par les tirs. Dans les deux cas, le résultat fut une neutralisation rapide des fortifications qui, autrement, auraient nécessité des combats prolongés. Le crocodile fut systématiquement utilisé à Gold Beach et Juno Beach contre les positions qui maintenaient le feu après les bombardements initiaux. Sa combinaison de blindage et de capacité offensive en faisait une ressource d'assaut spécialisée, réduisant considérablement le temps et les pertes nécessaires à la prise de chaque point fortifié. Le contraste entre les deux appareils était évident. Le Goliath représentait l'espoir allemand d'un engin compact, économique et télécommandé, mais dont l'efficacité dépendait de conditions idéales, rarement réunies en Normandie. Le crocodile, quant à lui, était un produit de l'industrie britannique conçu pour une tâche précise, détruire les fortifications en béton. Le jour J, le premier s'avéra inefficace, le second fut décisif. Au-delà de toute comparaison technologique, les combats de Gold et Juno se déroulèrent également dans des espaces réduits de tranchées et de passages souterrains. Après les bombardements et les assauts initiaux, les troupes britanniques et canadiennes pénétrèrent dans les couloirs intérieurs des nids allemands. Là, les armes longues perdirent leur utilité et les combats se résumèrent à l'usage des pistolets, des grenades et des baïonnettes. Les défenseurs tentèrent de bloquer les accès par de brèves rafales, mais les attaquants ripostèrent en lançant des grenades avant de faire irruption. Dans plus d'un cas, l'intervention d'un crocodile tirant aux accès mit fin définitivement à la résistance. Des témoignages ultérieurs concordèrent pour indiquer qu'à l'intérieur de ces tunnels, la chaleur, la fumée et les débris empêchaient de distinguer clairement attaquants et défenseurs. Les affrontements durèrent quelques minutes et se terminèrent par la reddition ou l'anéantissement de la garnison. L'expérience de ces combats a laissé une leçon claire. Une défense statique, même soutenue par de solides fortifications, ne pouvait résister à des armes spécialisées et à des attaques coordonnées. Les Allemands avaient fait confiance à un dispositif fragile et rarement efficace. Les Britanniques ont utilisé des blindages conçus pour la tâche concrète d'ouvrir des passages. La différence entre improvisation et planification s'est traduite par des résultats immédiats sur le terrain. Le jour J à Gold Beach et Juno Beach a démontré que l'innovation technique, à elle seule, ne suffisait pas à modifier l'issue d'une opération d'une telle ampleur. Le Goliath, malgré toutes ses limitations, n'a guère influencé le cours des événements. Le crocodile, en revanche, a facilité l'ouverture de couloirs vers l'intérieur, où la bataille allait se poursuivre avec blindés, artillerie et divisions complètes en mouvement. Au petit matin du 6 juin 1944, alors que les défenses côtières subissaient les tirs navals et aériens alliés, la structure de commandement allemande révéla sa plus grande faiblesse, une centralisation extrême des décisions. Adolf Hitler conservait un contrôle personnel sur l'emploi des divisions blindées, réserve stratégique fondamentale du front occidental.
Cette concentration des pouvoirs signifiait que même face aux signes d'un débarquement massif, les commandants en Normandie n'avaient pas l'autorité nécessaire pour mobiliser leurs unités blindées sans l'autorisation directe de Berlin. Le général Alfred Jodl, chef d'état-major des opérations, reçut dès les premières heures des rapports de débarquement et d'une intense activité aérienne. Cependant, la conviction préalable que l'attaque principale aurait lieu dans le Pas-de-Calais suscitait des doutes quant à l'importance réelle de ce qui se tramait en Normandie. Réveiller Hitler sans confirmation absolue était considéré comme risqué. On craignait de provoquer une réaction disproportionnée, comme lors des alertes précédentes. L'ordre tacite à Berlin était clair, ne pas interrompre le repos du Führer avant d'avoir des preuves irréfutables. Pendant ce temps, le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant le front occidental, demanda d'urgence que les divisions blindées disponibles soient libérées pour attaquer les envahisseurs avant qu'ils ne consolident leur position terrestre. Ces demandes restèrent sans réponse immédiate. Lorsqu'Hitler autorisa enfin les mouvements de réserve, les heures critiques du matin étaient déjà passées et les Alliés avaient établi des têtes de pont avec des débarquements de renforts continus. La 21e Panzerdivision, stationnée près de Caen, était destinée à intervenir rapidement en cas d'attaque. Son commandant tenta de la mettre en mouvement mais reçut des ordres contradictoires. Avancer vers la côte ou s'arrêter en attendant des confirmations supplémentaires. L'indécision permit aux Alliés de renforcer leur déploiement. La 12e division blindée SS Hitlerjugend subit également des retards. Composée principalement de jeunes recrues sous la direction d'officiers expérimentés, elle disposait d'un équipement moderne et d'une grande capacité de combat. Néanmoins, l'ordre de mobilisation arriva trop tard. Lorsque ces convois commencèrent à se déplacer, l'aviation alliée dominait totalement le ciel. Les chasseurs bombardiers attaquèrent systématiquement les blindés en marche, causant des pertes matérielles et retardant encore l'arrivée de la division au front. Les témoignages ultérieurs d'officiers de la 21e Panzerdivision concordèrent pour indiquer que le harcèlement aérien était si intense que tout mouvement de jour s'avérait extrêmement risqué. Seuls de petits groupes atteignirent les abords des plages en fin d'après-midi, sans disposer de forces suffisantes pour modifier le cours des combats. Les contre-attaques allemandes furent réduites à des actions dispersées et insuffisantes pour enrayer l'avancée alliée. Un facteur clé de cette paralysie fut l'opération de tromperie alliée baptisée Fortitude. Grâce à de fausses transmissions radio, à des informations minutieusement élaborées et à l'intervention de l'agent double Juan Pujol Garcia, connu sous le nom de code Garbo, l'idée fut renforcée dans le dôme allemand que le véritable débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Les prétendus rapports concernant le premier groupe d'armées des États-Unis, sous le commandement de George Patton, semblaient confirmer que la Normandie n'était rien d'autre qu'une manœuvre de diversion. Cette perception conduisit le haut commandement à maintenir des divisions entières à Calais, dans l'attente d'une attaque qui n'eut jamais lieu. Pendant ce temps, les troupes en Normandie menaient seules la plus grande opération amphibie de l'histoire, sans recevoir de renforts immédiats. Même après le 6 juin, la conviction que le débarquement principal aurait lieu à Calais persista plusieurs jours, prolongeant l'absence de réaction coordonnée. La confusion stratégique fut aggravée par l'absence d'un personnage clé. Le maréchal Erwin Rommel, chef du groupe d'armée B chargé de la défense en Normandie, n'était pas à son poste ce jour-là. Il s'était rendu en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme et pour interroger Hitler afin d'insister sur la nécessité de renforcer la ligne côtière. Rommel avait personnellement visité les fortifications pendant des mois, ordonnant le placement de mines, la construction d'obstacles et le renforcement des casemates. Sa conviction était claire. Arrêter l'ennemi sur la plage, car une fois établi sur un terrain stable, la supériorité aérienne et logistique alliée serait assurée.